Je voudrais voir ce que ChatGPT est capable de faire pour écrire des histoires. Est-ce qu'il peut remplacer un romancier et est-ce que quand il écrit une histoire, il est capable d'utiliser les trames narratives classiques? Ouais, donne-moi 3 idées d'un conte qu'on pourrait écrire qui serait un conte qui ressemble aux contes et légendes que l'humanité se raconte au coin du feu depuis toujours. Voici 3 idées de contes qui rappellent les histoires ancestrales transmises au coin du feu. 1. Le géant et la promesse oubliée. Un village autrefois protégé par un géant voit ce dernier disparaître après qu'une ancienne promesse a été rompue. Un enfant du village entreprend un périple pour retrouver le géant et réparer la faute, affrontant les épreuves du monde sauvage et les esprits du passé. 2. La rivière sans fin. Une jeune femme suit le courant d'une rivière mystique qui, selon la légende, ne revient jamais sur ses pas. En traversant ses eaux, elle découvre que chaque méandre la confronte à des souvenirs oubliés et qu'au bout du voyage l'attend le secret de son propre peuple. 3. Le chasseur et l'ombre. Un chasseur poursuit une bête qui hante son village depuis des générations. Mais plus il s'enfonce dans la forêt interdite, plus il réalise que la créature le connaît mieux qu'il ne se connaît lui-même. Il devra choisir entre la traquer jusqu'au bout ou écouter les murmures qui lui révèlent une vérité plus ancienne que son propre sang. L'une d'elles t'inspire-t-elle? Oui, on va prendre l'histoire numéro 3 et je voudrais qu'on travaille pour faire la trame narrative de cette histoire en respectant les 12 étapes du voyage du héros telles que décrites par Joseph Campbell. Est-ce que tu connais ces 12 étapes? Oui, je connais bien les 12 étapes du voyage du héros selon Joseph Campbell. Elles suivent un schéma classique qu'on retrouve dans les mythes et légendes du monde entier. Et monde ordinaire. Le héros vit dans son quotidien habituel. 2. Appeller. Un événement le pousse par refus de l'appel. Il hésite par... Très bien. Donc maintenant qu'on est sûr que tu es en tête les 12 étapes du voyage du héros, D'accord, je suis prêt. Quelle est la prochaine étape de notre exercice? Donc nous avons bien déterminé les 12 étapes du voyage du héros que tu as rappelé. Nous avons choisi l'histoire numéro 3, qui est l'histoire du chasseur qui poursuit une bête mythique et qui fait un voyage à la fois intérieur et extérieur. Et donc je voudrais que l'on crée cette trame, ce Oui, squelette. on a tous les éléments en place. On peut maintenant structurer l'histoire en appliquant ces 12 étapes au parcours du chasseur. Tu veux que je te propose une première version complète de la trame où on construit chaque étape ensemble? Propose-moi une première version complète de la trame. Voici une première version complète de la trame narrative de Le Chasseur et l'Ombre, en suivant les 12 étapes du voyage du héros. Monde ordinaire. Dans un village reculé, un jeune chasseur, fier mais tourmenté, vit dans l'ombre d'une tradition ancienne. Depuis des générations, une créature mystérieuse hante les bois voisins et chaque saison, un chasseur part l'affronter, sans jamais revenir. 2. Appel à l'aventure. Lorsqu'un ancien du village affirme avoir aperçu la bête rôder plus près que jamais, le conseil du village désigne le jeune chasseur comme le prochain à partir. C'est son tour d'accomplir ce que personne avant lui n'a réussi. 3. Refus de l'appel. Le chasseur hésite. Il a entendu les histoires des disparus et sait que personne n'est revenu. L'échec semble inévitable. Pourtant, refuser signifierait être banni, déshonoré. 4. Rencontre avec le mentor. Une vieille chamane du village lui remet une dague forgée dans un métal ancien et lui murmure une énigme. Celui qui traque l'ombre doit d'abord la reconnaître en lui-même. Ces paroles le troublent, mais il accepte l'arme. 5. Passage du seuil. Il quitte la sécurité du village et s'enfonce dans la forêt interdite. Peu à peu, le monde familier disparaît derrière lui, remplacé par un territoire inconnu où la nature elle-même semble l'observer. 6 épreuves, alliés et ennemis. La chasse commence. Il affronte le froid, la faim, des illusions troublantes. Il croise un vieux loup aux yeux perçants qui le suit sans l'attaquer. Il entend des murmures dans le vent comme si la forêt voulait lui parler. 7. Approche de la caverne. Après des jours de traque, il atteint une clairière où la bête l'attend. Mais elle ne l'attaque pas. Son regard brille d'une lueur familière. Son ombre danse étrangement sous la lune. Épreuve suprême. Il charge, prêt à tuer. Mais au dernier instant, il comprend. La bête reflète ses propres gestes, ses propres peurs. Elle est l'écho de tous les chasseurs partis avant lui.
Pour briser la malédiction, il ne doit pas tuer, mais accepter la vérité. Il chasse un fragment de lui-même. Récompense. En abaissant son arme, la bête s'efface et à sa place, il voit les silhouettes des chasseurs disparus. Il n'était jamais mort, mais piégé dans ce cycle. Il comprend enfin l'énigme de la chamane. Le chemin du retour, il reprend le chemin du village, transformé. Il sait que personne ne le croira s'il dit la vérité. Résurrection. À l'aube, il traverse le seuil du village. Les habitants l'attendent, prêts à célébrer sa victoire. Mais il n'est plus le même homme. Il n'a pas tué la bête, mais il a brisé la malédiction. De retour avec l'élixir. Il choisit de ne pas compter tout ce qu'il a vu. À la place, il brise la dague ancienne, mettant fin à la tradition. Plus jamais un chasseur ne sera envoyé. La véritable victoire n'était pas de tuer, mais de comprendre. Cette version garde l'essence des grandes légendes et mythes racontés autour du feu. Qu'en penses-tu? Veux-tu qu'on affine certains aspects? Oui, je pense qu'il faut affiner certains aspects, notamment, il y a un problème, c'est la dague est cassée. Ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que la dague est un archétype qui est l'épée magique et elle n'a pas de raison d'être brisée, si ce n'est pour une raison dramatique. Il y a deux voyages dans l'histoire que tu m'as raconté, le voyage physique de la chasse et le voyage intérieur. Et ils sont distincts, mais pour moi, ils ne doivent pas s'opposer. Le voyage intérieur, la compréhension de ce que c'est que vraiment la chasse de cette bête mythique, ne doit pas pour autant venir en contradiction avec la chasse réelle. D'accord? Ce sont deux choses parallèles, ce sont deux choses qui se complètent, mais elles ne sont pas contradictoires. On peut chasser un animal mythique et découvrir quelque chose d'intérieur, et que pour autant, la chasse de l'animal mythique reste positive, qu'elle reste quand même une vraie épreuve et une vraie aventure, et pas une anti-aventure, pas une erreur. Je vois ce que tu veux dire. La chasse doit garder son sens épique et initiatique, sans être réduite à une illusion ou un échec. L'éveil intérieur du chasseur ne doit pas annuler la réalité de son épreuve, mais l'enrichir. On pourrait imaginer que la dague joue un rôle clé dans la confrontation finale, non pas comme un outil de destruction, mais comme un lien entre le monde matériel et spirituel. Peut-être qu'elle révèle la véritable nature de la bête ou permet au chasseur de dépasser un seuil décisif. Veux-tu qu'on retravaille la scène de l'épreuve suprême pour mieux équilibrer ces deux dimensions? Oui, mais la dague n'a pas le rôle de révélateur, ou alors il faudrait que la dague devienne un archétype de mentor. Puisque ce qui révèle quelque chose, c'est le mentor, ça n'est pas l'épée magique. D'accord. La dague doit rester une arme magique, mais pas un guide. Le chasseur peut l'utiliser activement dans l'épreuve suprême, sans que son rôle dépasse celui d'un outil puissant. Pour rééquilibrer la scène, le mentor, peut-être la chamane, pourrait donner au chasseur un enseignement ou une énigme qui ne prend tout son sens qu'au moment de l'affrontement. La bête doit rester un adversaire réel, une épreuve physique et symbolique, mais la manière dont il l'affronte pourrait être influencée par cette révélation. Tu veux qu'on explore une nouvelle version de cette scène en gardant ces éléments? Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Très bien, voici une nouvelle version de l'épreuve suprême en intégrant ces ajustements. Après des jours de traque, le chasseur atteint enfin le cœur de la forêt, où l'attend la bête. Elle n'est pas une illusion ni une simple ombre, elle est massive, réelle, vivante. Son souffle soulève la poussière, ses yeux brillent dans l'obscurité. C'est une créature puissante, sauvage, et elle attaque sans hésitation. L'Ixba est féroce. La dague que lui a donnée la chamane n'est pas une arme ordinaire. Elle est parfaitement équilibrée, réactive, presque vivante entre ses mains. Mais elle ne dévoile rien. Le chasseur ne découvre la vérité que par son propre combat, par son propre instinct. Petit à petit, il comprend que cette bête ne combat pas comme un simple animal. Elle anticipe, elle danse avec lui. Il reconnaît ses propres mouvements dans les siens, comme un miroir brisé en mille éclats. Ce n'est pas un piège ou une illusion, mais une épreuve ultime, un chasseur affrontant l'essence même de la chasse. Alors il se souvient des paroles du mentor. Celui qui traque l'ombre doit d'abord la reconnaître en lui-même. Mais reconnaître ne signifie pas renoncer. Il doit vaincre, non pour détruire, mais pour comprendre. Dans un dernier élan, il renverse la situation.
D'un mouvement parfait, la dague trouve sa cible, non pas pour tuer, mais pour marquer, pour sceller. La bête s'arrête, leurs regards se croisent. L'épreuve est accomplie. La créature s'efface, non pas comme un rêve, mais comme une entité qui accepte enfin la fin de son cycle. Le chasseur ne l'a pas détruite, il l'a dominée, intégrée à lui-même. Il ne revient pas avec un cadavre en trophée, mais avec un savoir qu'aucun autre n'avait conquis avant lui. Cette version garde l'aspect physique et initiatique de la chasse, tout en mettant l'accent sur la transformation du héros. Qu'en penses-tu? Je pense que la solution serait de faire qu'au moment où le héros a vaincu la bête et qui pourrait l'achever, à ce moment-là, l'animal se met à lui parler. Ce qui va faire qu'il ne va pas tuer l'animal, mais il aurait pu le faire. Comme ça évite qu'il tue l'animal, parce que l'animal va lui révéler quelque chose. Désolé, je rencontre actuellement des problèmes. Nos systèmes sont fortement sollicités. Donc là, c'est absolument génial. Il a vraiment respecté, ou elle a respecté, c'est ChatGPT, mais c'était une voix de femme. Il a respecté complètement la trame. Il y a des petites erreurs, à mon avis. Il y a des choix qui sont de nature un peu moderne, dans le sens où il ne faut pas tuer l'animal, et puis c'est l'animal qui enseigne des choses, mais l'animal ne va pas... c'est pas bien de tuer les animaux. Il y a ce côté-là qui est décalé par rapport à une histoire de chaman et visiblement de quelque chose de tribal. Mais ça, on peut le rectifier, et j'ai essayé de le rectifier, mais j'ai été interrompu par le fait qu'il y avait une surcharge serveur chez ChatGPT. Donc c'est incroyable, il y a pas on peut écrire des scripts vraiment en discutant comme ça, on peut faire des choses vraiment, vraiment fantastiques. Il y a des petites erreurs dans son script sur les archétypes. Hein. Les archétypes ne sont pas très bien maîtrisés. Il faudrait que, probablement, il faudrait lui faire une liste des archétypes en lui donnant les règles de ce que chaque archétype représente. Donc les archétypes, c'est par exemple le mentor. Le mentor, il a souvent des caractéristiques. Il n'est pas beau, il n'est pas attrayant, il est un peu vieux, et ça peut être un personnage ou un objet. Là, elle m'a parlé d'un archétype qui était l'archétype de la vieille chamane, et ça c'est parfait en fait. Souvent le vieux, c'est souvent un vieux ou une vieille, comme dirait Perceval. Et donc ça marche, mais il pourrait y avoir d'autres objets de type archétype, et de type archétype mentor. Et il fait une erreur aussi, c'est que il utilise la dague comme un mentor. Or moi je pense que ça c'est pas très bien, parce qu'il y a toujours une épée magique, il y a toujours quelque chose, un objet qui joue le rôle d'une épée magique. Ça peut être une hache, ça peut être n'importe quoi en fait, un objet mais qui a ce rôle d'outil de combat magique. Et donc si on a une épée, a priori c'est ça qui va jouer ce rôle-là. Donc s'il y a quelque chose qui révèle, ça peut pas être l'épée. Enfin c'est pas très bien que ce soit l'épée à mon avis. Mais du coup, elle a rectifié en me parlant de la chamane qui lui avait donné une énigme. Donc à ce moment de l'épreuve suprême, ça peut être l'énigme du chaman qui ressort. Donc ça, c'est vachement bien, c'est vachement puissant. C'est assez, je suis quand même assez épaté par le progrès que ça a fait. J'avais jamais essayé sur ce sujet, mais j'avais essayé sur d'autres sujets, et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien fait, et à quel point on peut, dans des échanges, la faire évoluer et lui faire créer quelque chose qui tient à fond la route. Ça tient à fond la route, et après, ça fera pas forcément une bonne histoire une fois que ça sera raconté. Parce qu'il faut que ça soit bien raconté après. Mais disons qu'on ne peut pas raconter de bonne histoire s'il n'y a pas cette trame qui tient la route. C'est comme, voilà, il faut savoir jouer des notes de musique pour faire de la bonne musique. Maintenant, il y a des gens qui savent mettre des bonnes notes de musique côte à côte et qui ne vont pas faire de la bonne musique parce qu'il reste l'art. Mais sur la technicité, là, il y a, en tout cas, ChatGPT en version gratos, est largement à la hauteur, à mon avis, pour faire des trames. Donc, pour écrire des scripts. Mais la prochaine fois, ce que j'essaierai de faire, c'est probablement de lui faire relire une histoire et de lui faire analyser cette histoire à la lumière de ces outils-là, pour voir si elle est capable de réfléchir et de me dire qu'est-ce qui ne va pas dans un script. Écoutez les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a impressionné, et je vous dis très certainement à demain.